Donc je vous remercie d'être venu. Merci. Alors évidemment, vous avez entendu beaucoup de choses ce week-end, et je respecte en tout cas ce qui a été dit, mais je ne me retrouve pas, bien entendu, dans ce qui a été dit, parce que quand on est un médecin, pas de terrain, mais un médecin qui vit la souffrance de l'autre, il y a une expertise qui a démarré en 2016, et c'est une expertise dramatique. Dramatique. Parce que j'ai découvert à l'intérieur de maisons, dans les bois, des endroits où il y a le silence et l'ombre, des personnes sans abri, des personnes démunies, des personnes âgées. Et je rajoute la phrase, c'est que ça peut être n'importe qui d'entre vous, en 5 minutes, par rapport à la santé qui est en train de s'écrouler, par rapport à la vie qu'on n'espère même plus, parce que j'ai encore eu 3 messages ce matin, aller aux urgences maintenant, c'est vraiment le chemin de croix. La question qu'il pose, c'est est-ce qu'on est vacciné? Si on ne l'est pas, retour maison. Quoi qu'on ait comme pathologie. Alors évidemment, ce que je dis est factuel. Ça veut dire j'ai les preuves. Mais je suis ici pour apporter des solutions. Malheureusement, les solutions, elles ne sont pas faciles à mettre en route. Parce qu'il faut de la volonté, il faut de l'abnégation, il faut des privations. Ça fait 7 années, jour et nuit, 7 jours sur 7, que je suis sur le chemin de celui qui appelle, de celui qui est en détresse, de celui qui souffre. Donc voilà, nous allons commencer cette discussion. Mon ami Philippe, si tu sais, ouais, donc si tu sais prendre tout ça, voilà. Tous ceux qui sont décédés parce qu'ils ont appelé et il n'y avait personne au bout du téléphone. Mon frère en était le cas. Il s'est suicidé en 2017 parce qu'il a voulu partir, parce qu'il a eu un divorce inacceptable. Et cette mission, ce combat, bien entendu, c'est en sa mémoire. Mais évidemment, la mission, elle continue, parce que dire des chiffres et des chiffres et des chiffres, qui va soulager maintenant ces personnes qui sont les victimes de la vaccination? Qui va informer toutes ces personnes qui partent vers le centre de vaccination, comme le train qui partait vers les centres de Agaz? Qui va faire ça? Alors, je vous demande, cette information, elle est importante. C'est le devoir du médecin, par son serment, par son code de déontologie et par la loi du patient. Parce que chaque pays a une loi qui unit le médecin à son patient. Alors, nous allons maintenant, s'il vous plaît, vous mettre en 2016. C'est-à-dire en 2016, j'ai constaté, après 30 ans de médecine, que des personnes n'étaient pas soignées. Ils arrivaient à la consultation, mon médecin n'a pas voulu venir, mon médecin n'est pas venu. Ou mon enfant a été battu à l'école, ma grand-mère maltraitante. Tous des cas bien précis, mais qui n'avaient pas de suite. Alors il faut trouver des solutions. Donc la plus grande citation, évidemment, c'est Martin Luther King, que j'adore, parce que c'est quand même un combattant de cette discrimination raciale. Mais on est en pleine discrimination, vacciné, non vacciné. Donc la discrimination, pour moi, c'est important. Donc celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui. Ça, c'est une citation qu'il faut bien comprendre et réfléchir. Bon. Alors, la Gardère. La Gardère, c'est une mission de cœur. C'est une mission pour, je vais dire, apporter du soutien, de l'amour, de l'entraide, de la solidarité à ceux qui n'en ont pas. La Gardère, non, je ne suis pas milliardaire. Je ne suis pas milliardaire, ni un enfant de milliardaire. Non, ce n'est pas le Lagardère français. C'est le Lagardère qui vient du film Le Bossu. C'est Henri de Lagardère, chevalier, film de Cap d'Épée, et qui a vengé son meilleur ami, qui avait été donc tué dans un combat, qui était le cousin du roi de France. Il n'y a pas de hasard.
le roi de France, c'était Philippe d'Orléans. On est en Orléans aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard, nous sommes dans un château. Alors, ce Henri de la Gardère, il s'est déguisé en bossu pour pouvoir approcher la cour royale. Et à ce moment-là, il a su qui était celui qui a tué son meilleur ami. Mais au moment où son meilleur ami a fermé les yeux, il a dit tout haut cette phrase qui est quand même la phrase de notre travail, c'est tu ne vas pas à la Gardère ira à toi. Et ça, c'est un mot qui me va droit au cœur, parce que ce film, je l'ai vu des centaines de fois. Si une personne ne sait pas aller vers les soins de santé, ce sont les soins de santé qui viennent vers cette personne. Rien de plus, rien de moins. Alors évidemment, un médecin tout seul ne sait rien faire s'il n'a pas son binôme, son infirmière de cœur, qui m'a sauvé d'une tentative de suicide, mais qui est toujours là. Et donc, cette infirmière qui est toujours là, c'est grâce à elle que je suis ici, puisque par un divorce, je n'ai plus rien. Je suis une personne sans protection sociale, mais j'ai l'amour de ma femme et j'ai l'amour de ma fille de 8 ans, qui s'appelle Marie. Dans Marie, il y a le verbe aimer. Donc voilà. Alors, médecin, infirmière, on a décidé ensemble, en 2015, de dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour soulager toutes ces personnes qui n'ont pas accès aux soins de santé. Et ça peut être n'importe qui d'entre vous aujourd'hui. Il faut trouver des solutions. La première solution, c'est que médecins et infirmières, on a créé un centre médical, qu'en Belgique on appelle une maison médicale, qui est une maison médicale avec infirmières, médecins généralistes. Vous voyez, donc je vais aller plus vite parce qu'on m'a demandé, mais donc il y avait tout ce qu'il fallait à Mons pour prendre en charge n'importe quel type de patient, et surtout les patients les plus démunis, les patients âgés, les patients sans abri, mais tous ceux qui n'avaient pas accès aux soins de santé. Alors évidemment, cette information est importante, donc ça je vais aller plus vite, mais on avait même élaboré en 2017 un livret qui donnait toutes les informations aux patients pour qu'ils n'oublient rien, pour qu'ils puissent téléphoner, contacter quand il était en difficulté. Nous avons constaté que cette maison médicale, qu'en Belgique, on détruit 600 tonnes de médicaments. Donc il y a des médicaments, à cause de ce Big Pharma, qui oblige les pharmaciens à détruire les médicaments, alors qu'il y a tant et tant de personnes qui n'ont pas de l'argent pour acheter leurs médicaments. Mais, je vous expliquerai après, mais on a fait donc des récoltes des médicaments, et puis nous avons fait une récolte des vêtements pour pouvoir habiller les personnes démunies, les personnes qui n'avaient pas les moyens, ont récolté des vêtements de toute la Belgique. Voilà ici une dame sans abri qui venait donc dans notre hangar pour avoir les vêtements qu'elle avait besoin. Ça, c'est de la dignité. C'est important. On s'est rendu compte qu'à la maison médicale, il y avait des personnes qui n'avaient pas accès aux transports médicaux, transports PMR, donc pour les personnes handicapées et invalides, malheureusement. Nous avons travaillé en collaboration avec une société qui permettait d'aller véhiculer de manière médicale les personnes à des prix tout à fait solidaires, sociaux et en tout cas démocratiques. C'est le cas de le dire. Alors évidemment, nous avons constaté qu'il y avait des personnes âgées qui avaient des problèmes de logement parce qu'elles vivaient avec des personnes agressives, violentes, maltraitantes, des maisons insalubres. Nous avons créé donc un logement d'urgence pour personnes âgées. Nous avons fait, bien entendu, des soirées pour les enfants démunis, les enfants qui ne passent pas les fêtes, Noël, Saint-Nicolas. Nous avons fait donc pendant 3 ans des soirées pour le Saint-Nicolas pour les enfants. Et les enfants permettaient aussi de venir avec leur grand-père, leur grand-mère. Ça, c'était pour tisser du lien. Ça a beaucoup marché. Alors, vous devez le savoir, la médecine, c'est qu'on voit tous les jours dans les journaux où on entend dire par les échos du village qu'il y a des personnes qui sont décédées parce qu'ils n'ont pas été bien soignées. Ici, c'est un accident vasculaire cérébral qui n'a pas été détecté et la personne, malheureusement, a eu des séquelles. C'est encore le cas aujourd'hui. On est en 2017, ça n'a pas changé. Donc voilà. Voilà un monsieur sans-abri qu'on a amené.
monsieur qui avait une angine, une toute simple angine, qui n'a pas été soigné, et il a eu cette pneumonie, hospitalisé, trachéotomie. Malheureusement, aujourd'hui, il est décédé parce qu'il a eu un cancer qui n'a pas été diagnostiqué. Voilà le sort des personnes qui n'ont pas accès aux soins de santé. Alors, à fin 2017, une personne sans abri, schizophrène, qui a décidé de vivre dans un abri de bus à 50 km de notre centre. Personne ne savait le proposer, le conseiller d'être hospitalisé ou d'être pris en charge. Personne, ni la police, ni le bourgmestre, le maire, ni personne. Même un psychiatre qui est passé, il l'a envoyé au diable. Et donc, un samedi, à 18h, on nous contacte, parce qu'à ce moment-là, nous savons être contactés par les réseaux sociaux uniquement, et nous sommes allés. Et là, c'est important ce que je vous dis. Nous sommes allés, nous avons parlé à lui. Il m'a insulté, oui. Mais je lui ai dit, écoute, j'ai fait 40 km pour ici, pour te sauver, et je ne partirai pas tant que je reviens cette île dès que le puisse te sauver. Et vous allez voir après. Voilà. Ma femme a essayé de lui parler aussi. Et après, la police est venue, parce qu'elle voulait vraiment trouver une solution ce soir-là, parce qu'il faisait froid. Et donc sa vie était en danger. Et puis après 4 heures de discussion, l'ambulance est venue, il a accepté d'être hospitalisé, et il vit toujours aujourd'hui. Donc voilà donc un petit peu ce temps passé sur le terrain par rapport à quelqu'un dont la vie, elle bascule. Et ça peut être le cas de n'importe qui. Alors évidemment, les réseaux sociaux n'étaient pas suffisants, on s'est dit, il faut un numéro de téléphone. Les personnes qui ont besoin d'aide ont besoin de téléphoner, de contacter une personne pour qu'il lui vienne en aide. Et donc nous avons trouvé un numéro de téléphone gratuit, national, qui termine par 505. Parce que 505, pour moi, c'est SOS. Et il est sur la planète là, c'est le 0812 505. Si vous savez le nombre d'appels que nous avons eus depuis la création de ce numéro fin 2017, c'est terrible. C'est terrible. Alors, donc ça c'était les articles, à ce temps-là, les mainstream relataient quand même ce qu'on faisait. Et ça, c'est une bonne preuve pour aller en justice et pour attaquer les ministres après. Alors évidemment, fin 2017, on s'est dit, mais on nous appelle, le monsieur, il est dans un abri de bus, ou la madame est dans une maison insalubre, on ne sait pas l'examiner. Impossible. Il nous faut un cabinet médical mobile qui pourrait aller vers la personne en difficulté, puis qu'elle puisse rentrer dedans et avoir alors un cabinet médical équipé, alors full équipé, mais avec la dignité. Toute personne qui est à l'intérieur pourra à ce moment-là être examinée, entendue et sauvée. Et donc voilà la solution. Nous avons été dans un magasin donc, de Mobilo et en une semaine, nous avions notre cabinet médical mobile. Et d'ailleurs, le garage nous a même aidé à enlever le lit qui était derrière pour le transformer en cabinet médical, gratuitement. Alors évidemment, nous étions tout contents de cette solution. Ça a fait vraiment le tour donc, de la Belgique. Magnifique cabinet. Tellement magnifique que donc c'était début 2018, tellement magnifique que fin 2018, on nous l'a incendié. Parce qu'on dérangeait. Voilà. Donc ça, c'était la présentation du cabinet médical. Il était à l'ouvrier, toujours le doc qui répond au téléphone, parce que c'est moi qui suis le responsable donc, de tout ce qui est appel téléphonique, qui aujourd'hui s'est complété en texto, WhatsApp, Signal, comme vous l'avez entendu tantôt, toute l'énumération des communications qu'on peut nous atteindre, mais il y a toujours maintenant une solution au bout du téléphone. Ce cabinet médical n'existe plus, mais nous avons cette camionnette où je reviendrai dans 5 minutes. Alors évidemment, tout autant, on a mis des magnettes sur le véhicule avec le numéro de téléphone 0812 505, 0812 505. Ça fait tout le tour de la Belgique. Mais grâce à cette solution, des milliers, plus de 20 000 patients sont venus des 4 coins de Belgique quand il y a eu cette histoire donc, d'infection virale Covid.
et maintenant pour être pris en charge pour les effets indésirables donc de cette expérimentation. Donc ça a été démarré en 2018 et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Voilà. Alors évidemment, nous avons fait, comme je l'expliquais tantôt avec Solaris, nous avons fait donc des tracts, nous avons mis dans toutes les boîtes aux lettres, enfin en tout cas des boîtes aux lettres le plus possible, et nous avons eu des retours positifs. C'est grâce à votre flyer, docteur, que j'ai pu vous joindre. Quand le médecin traitant est abonné absent, quand les urgences remballent, ou quand le spécialiste ne veut pas prendre. Quand il y a toujours maintenant une solution via un numéro de téléphone. Ce cabinet médical, en pleine grande place de Mons, il était là pour faire monter un sans-abri. Alors, malheureusement, nous avons vu le drame, je disais tantôt. Ça, c'est une dame qui n'existe plus, qui est morte malheureusement. Vous vous rendez compte, en Belgique, à Mons, on a découvert une tuberculose pulmonaire chez une personne démunie, stade terminal. Le médecin traitant n'allait même pas à domicile la soigner, ni l'ausculter, ni rien du tout. Tout se faisait par téléphone. De telle sorte que cette dame, quand j'ai vu la prise de sang, je lui ai dit non, c'est impossible, on ne sait rien faire à domicile, il faut absolument qu'elle aille aux urgences. Donc je téléphone aux urgences en disant cette dame va arriver, et puis ils l'ont examinée, et puis j'ai reçu un coup de téléphone de l'hôpital qui me dit mais docteur, vous êtes un fou, vous nous avez envoyé une tuberculose pulmonaire. Je dis écoutez, gars, je ne suis pas fou. Le diagnostic, c'est vous qui l'avez fait. La tuberculose n'était pas connue à domicile. Elle était dans une toux chronique, toux sévère, diminution de l'oxygène, elle avait tous les symptômes de la tuberculose, mais le diagnostic n'a jamais été posé à domicile. Alors tu te calmes, parce que c'est vous qui avez fait le diagnostic, et 4 jours après, elle est décédée. Alors évidemment, là aussi, vous voyez les cas dramatiques à domicile. La pauvreté dans toute son ampleur, et cette dame a mal dit Charcot, cette dame avait besoin d'être soulagée. Elle a eu une perfusion intraveineuse d'antidouleur, surveillée par une équipe médicale. Alors on se dit, les hôpitaux sont là pour nous sauver quand même. Et je dis, mais regardez, un hôpital de Mons, devant l'entrée, une personne sans abri à terre, devant un hôpital. Alors évidemment, les paroles s'envolent, les écrits restent. Voilà le véhicule, voilà l'hôpital. Et ici à terre, voilà les personnes sans abri. Personne ne se soucie de son état de santé. L'hôpital n'est même pas sorti pour voir comment il allait. Et il allait très mal en tout ça. Et la main qui se tend, parce que j'ai entendu plusieurs fois ce week-end, ça c'est une main qui se tend pour voir si le sans-abri a besoin d'aide. Et il avait besoin. Et donc c'est quand même incroyable qu'avec un véhicule médical mobile devant un hôpital, avec un sans-abri à terre, mais qu'est-ce qu'il faut de plus pour que cette personne soit prise en charge? C'est du délire. La personne sans-abri, se pencher vers et écouter son histoire. On dit personne sans-abri, ça peut être des enseignants, ça peut être des ingénieurs, ça peut être n'importe qui, à qui arrive un drame, un divorce, une maladie, et le travail se termine, il n'est plus en règle de caisse sociale, et ça y est, il n'y a personne qui va l'aider, il se retrouve comme ça dans la rue. Bien entendu, il y a d'autres catégories de personnes sans abri, parce qu'il y a aussi l'alcool, il y a la drogue, ça je comprends, mais ce n'est pas toujours des personnes qui sont avec une étiquette sans abri. Non, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et c'est devant un magasin. Voilà, il a besoin, donc un citoyen rentre faire ses courses, il le voit mal, et il me téléphone, il y a un sans-abri devant le magasin, il faut venir parce qu'il n'est pas bien. Donc voilà. Encore un exemple. Alors la personne sans-abri, avec ce cabinet médical mobile, il était installé, on l'écoutait, on écoutait son histoire, qui est souvent dramatique, abandonné de sa famille, abandonné de tout le monde. Ça peut être une personne âgée, sans abri aussi. Mais honneur, ça veut dire que ces personnes nous demandent rarement de l'aide. Ça veut dire que quand on est connu et qu'on essaye, on sait qu'on est quand même dans l'empathie, dans cette solidarité, dans cette entraide, ils téléphonent parce qu'ils ont une douleur importante derrière, parce qu'ils ont une atteinte à leur dignité, parce qu'ils sont en danger, parce que la mort les rattrape. Alors on les installe et on agit. À bord du mobil-home, il y avait
Et d'ailleurs, il est là aussi, non, il est ici, moniteur. Moniteur pour avoir des paramètres qui sont pris. La tension, le rythme cardiaque et la saturation en oxygène. Saturation en oxygène, on en parlera après. Un oxymètre, un sans-abri qui avait quand même son taux d'oxygène qui était pris. Comme on aurait dû le faire pendant cette crise sanitaire, depuis mars 2020, à beaucoup de personnes âgées dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, et qu'on a laissé mourir comme des chiens. Et je ne peux pas cacher la vérité. C'est enregistré, je m'en fous, mais je dois dire la vérité. Donc ça veut dire qu'il y a eu des milliers de personnes âgées, ou même pas des milliers, mais quelques personnes jeunes, qui sont décédées parce qu'ils n'ont pas été soignés, parce qu'ils n'ont pas été pris en charge, il n'y a pas eu de consultation. Monsieur à domicile âgé, grand problème respiratoire, à 4 h du matin, il était en désaturation, nous avons de l'oxygène dans le véhicule, il a eu son oxygène tout de suite. Le médecin de garde ne s'est même pas déplacé. Même pas déplacé. Voilà, donc ici, après l'oxygène a été mis, il était à 94, donc 94, pardon. Donc voilà. La température, on prend la température aussi. Pendant que je prends la température, madame a déjà mis le garrot pour faire sa prise de sang. La tension artérielle, un examen oreille-gorge, un examen total. Personne sans abri. Alors la prise de sang. La prise de sang est pour le médecin généraliste ce que la truelle est pour le maçon. N'importe qui ici aujourd'hui va aller aux urgences pour n'importe quoi, il va avoir une prise de sang. En tout cas en Belgique c'est comme ça. Et donc la prise de sang donne tellement d'éléments importants pour aider au diagnostic que ça aussi c'est une prise de sang la prise de sang a été méprisée également pendant cette crise. Et je vous expliquerai pourquoi elle a été méprisée. Mais donc, déjà en 2018, on s'est dit, ces personnes démunies, ces personnes sans abri, ces personnes âgées, mais même vous êtes à domicile et on ne vous prend pas la glycémie, on ne vous dose pas le cholestérol. Pour les messieurs âgés, on ne dose pas le cancer de la prostate. On ne prend pas la tension. Et bien voilà, nous avons mis avec ce véhicule médical mobile un système donc de dépistage gratuit. Donc cholestérol, hypertension, HIV, diabète, hépatite C, syphilis, PSA, parce qu'on était dans une population à risque. Et qu'est-ce qu'on fait? On allait déposer un document le lundi et le mardi dans toutes les boîtes aux lettres des cités. Le samedi, on était présent avec notre véhicule par tous les temps. Et évidemment, c'était des moments quand même qui nous a donné cette vérité de terrain. On a appris des choses terribles. Des personnes qui n'avaient plus vu leur médecin depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Des personnes qui étaient abandonnées dans les cités. C'était terrible. Et nous avons même eu l'aide de la Croix-Rouge de Belgique pour faire ces dépistages. Voilà, donc on faisait ce type de flyer, mais on a été dans au moins une douzaine de villes avec cité. Et dans tous les endroits, avec une tonnelle, le véhicule et une tonnelle, on était installés et on faisait la prise de sang. Voilà. Prise de sang dans le cabinet médical mobile. Alors, je vais aller peut-être un peu plus vite. Alors oui, évidemment, ça, ce sont des sans-abri heureux qui avaient des colis alimentaires. C'est pour ça que Solaris a son utilité, enfin Solaris et d'autres collectifs ont cette utilité pour donner à manger à ceux qui n'en ont pas. Voilà. Et des moments où il y avait un indépendant, pizzeria ou n'importe quoi, il me téléphonait, il disait donc j'ai des pizzas en trop, eh bien on allait les porter chez les personnes qui n'avaient pas les moyens, personnes âgées, 94 ans. Voilà. C'était un rayon de soleil pour elle, parce que le samedi, le dimanche, personne venait les voir. Et alors on se dit, les solutions sont toujours là. Un jour, il y a même une entreprise qui voulait nous offrir gratuitement
500 kilos de lasagne. Je dis 500 kilos. Avec notre Lagardère, on n'a pas de réfrigération, on n'a rien. Eh bien, on prend son téléphone, on a un ami qui a un véhicule, tout de suite, il nous l'a prêté, et direction Nivelles, avec un véhicule plein de lasagne. Mais on a pu aider plusieurs collectifs, plusieurs associations qui ont à ce moment-là aidé les personnes qui n'avaient pas à manger. Alors évidemment, quand on a après ces personnes âgées heureuses qui vous prennent la main, qui vous embrassent, qui vous disent merci, ça donne envie de continuer cette mission, de jamais l'abandonner. Et ça, c'était encore avant 2020. Alors, en 2020, est arrivé cette crise, qui n'est pas médicale, ni scientifique, ni rien du tout. C'est un virus qui a débarqué. Et on a décidé, ils ont décidé, que pour cette infection-là, on ne soigne pas. Une grippe, pas de souci. Une pneumonie, pas de souci. Mais quand on parle de Covid, c'est 10 jours à la maison. Avec Doliprane, on l'a entendu beaucoup de fois, donc ça je ne vais pas insister. Mais pendant ces 10 jours-là, plus la période d'activation auparavant, ce sont des personnes qui sont 10 à 15 jours sans traitement précis. Alors évidemment, j'expliquerai après pourquoi il fallait un traitement précis. Ça aurait changé toute la donne. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que si on avait soigné les personnes dès mars 2020, jamais il y aurait eu une injection expérimentale. Donc tout ça, ça c'est moi qui le dis, c'est moi qui l'affirme, mais tout ça est bien entendu préparé, volontaire, pour tuer. Alors, nous sommes en mars 2020, on fait notre mission personne âgée, personne sans abri, ça n'a pas changé, et puis paf, une personne âgée nous téléphone. Est-ce que je peux te dire, elle va rentrer? Qui c'est de rentrer? Ah, bonjour. Bonjour, parce qu'on peut t'emprunter la scène. Ouais, Je te donne, c'est tout. Elle est obligée de partir, et elle a un témoignage important, quelque chose qui s'est passé. Eh ben, on est au début de la crise 2020, donc moi j'arrête et je reprends après. Parce que la crise 2020, c'est aussi des gens qui résistent au quotidien. Ouais. Et cette dame, pour moi, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Je ne sais pas si Ouais, je vais prendre après. Pardon, voilà, cette toute petite dame, on va remonter sur ça. En fait, c'est une très grande dame et un très grand cœur. C'est une très grande résistante. Parce que quand on a demandé le pass, et que plein de restaurants, de restaurateurs, de bars ont choisi de continuer et d'agir en discriminant les autres, de manière soi-disant légale mais illégitime, vous en avez qui ont choisi de penser collectif et de ne pas accepter. Alors je vais la laisser raconter son histoire, parce qu'en fait tu tiens un super petit café. Et ben voilà, j'ai bien un café à Orléans, ça fait 30 ans. Donc quand j'ai entendu parler de ce vaccin, c'est vrai que j'ai stressé. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je ferme ou je reste ouverte? Donc, ce passe, demander à un client, tiens, tu vas venir chez moi boire un café parce qu'il faut un bout de papier pour que tu bois un café, je ne suis pas d'accord. Donc, j'ai dit, voilà, je ne me fais pas vacciner. Le passe, j'attendais. Je me suis dit, sur le 31 août, il m'enlève le passe, je reste ouverte. Donc, s'il me laisse rester ouverte, je reste ouverte. Si le passe, s'il faut en passe, donc je ferme. Donc, ça fait que je suis fermée, que j'ai été fermée depuis le 31 août jusqu'au 14 mars, la levée de passe. Donc, j'ai pu ouvrir mon bar, ma clientèle habituelle qui était vaccinée. Petit à petit, en fait, il me disait, voilà, c'est peut-être vous qui avez raison. Et moi, je lui ai répondu, dès le départ, j'avais raison. Je vous disais toujours que je ne me ferais pas vacciner et que mon bar il serait ouvert. Voilà, je suis là aujourd'hui, j'ai récupéré toute ma clientèle, je suis très contente et je continue. Jusqu'au jour, on verra.
Voilà. C'est une vraie. On n'arrive pas que dans les films. Oui, Merci. il est où le bar? Derrière la patinoire. Derrière la patinoire. Non, c'est derrière la résidence de Beaumont, pour ceux qui connaissent le Beaumont. Et il y a un foyer qui s'appelle Logis de Camille. Et donc c'est entre la rue de Petit Chasseur et Brisbane. Le Bon Coin, à Orléans. Orléans. Voilà. Merci. On fait pas la chanson en fait. Non. Voilà. Donc, Philippe. Oui, Philippe. Après. À la fin, oui, donc après il y a une chanson, mais je vais expliquer pourquoi. C'est une chanson importante qui a été écrite par Francis Lalanne, chantée par Francis Lalanne pour la garder. Et c'est une chanson qui est destinée à tous les soignants du monde. Et j'espère qu'ils vont ouvrir grand leurs oreilles quand on l'entendra, parce que c'est le téléphone pleure de Claude François, version le patient qui est en pleurs au téléphone, qui supplie son médecin de l'examiner. Plus rapide. Pardon? Plus rapide. Plus rapide? Non. Je dis non. Voilà, donc nous sommes dans la crise de Covid. Alors, la crise Covid, facile. Nous sommes en 2020, on fait notre mission, et puis un coup de téléphone, deux coups de téléphone, trois coups de téléphone. Ça, c'est le premier patient, donc d'Italie, qui revient donc avec la peur au ventre. Est-ce qu'il a la Covid ou pas? Son médecin traitant indisponible. C'était déjà les 10 jours à domicile, avec du paracétamol. Il a été aux urgences, on l'a remballé. Donc voilà, on est parti maintenant dans cette deuxième phase, qui est la phase des prises en charge des patients atteints de cette infection. Je vais dire Covid parce que c'est comme ce sont les grandes victimes, on va chaque fois dire Covid bien entendu. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il fallait? Manifestation, mobilisation, information, les réseaux sociaux, puisqu'on était avec une censure, me voilà au-dessus de ma camionnette à Bruxelles, en train d'informer les patients ou les personnes qui passaient. Donc c'est pour ça que je ne suis pas contre les mobilisations et les rassemblements, parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de personnes, et c'est encore un endroit où on peut diffuser de l'information. Et donc, je ne suis pas contre ces histoires-là. Alors, le serment est éclairé, ça va. Alors, évidemment, on a gardé, ben voilà, le mainstream tout de suite. Et ça m'a fait plaisir parce que ça permet de diffuser l'information. Notre service Lagardère était à la disposition des personnes âgées qui étaient confrontées à cette Covid, qui étaient abandonnées par le médecin traitant, abandonnées par les urgences, abandonnées par les ambulances, parce qu'il y avait des circulaires politiques qui disaient personnes âgées avec Covid, interdit d'appeler une ambulance, interdit d'aller à l'hôpital, interdit de soigner même dans les maisons de repos. Donc ces personnes sont décédées dans la plus honteuse des souffrances, asphyxiées par cette infection qui s'est bien entendu compliquée de pneumonie et de thrombose. Nous, on était là, en tout cas depuis mars 2020. Alors ici, ce test sérologique, ça n'a pas beaucoup d'importance. Nous avons fait des transferts médicalisés parce que même en tant que médecin généraliste, on peut ranimer, on peut sauver des vies, comme un anesthésiste, mais on assure le relais. Donc ça veut dire qu'on nous a appelés, on m'a appelé plusieurs fois pour transférer donc, des cas Covid dramatiques à Mons, pour les transférer donc, dans des hôpitaux bruxellois. Transfert médicalisé, jamais j'aurais fait ça, mais enfin soit. Alors on a aidé pour les masques, parce que pendant les 6 premiers mois, malheureusement, ces masques ont été défaillants. Alors évidemment, la camionnette, ça, tout le monde le sait, donc je passe, il est à l'envers, il est à l'envers. Voilà, vous voyez, même avec une tonnelle, on peut aller partout. C'est comme si on avait un cabinet de consultation n'importe où. Alors, évidemment, je sens la pression, donc oui. Je sens la pression. On est désolé, mais c'est ce qu'on est obligé de partir. Ben, écoutez, alors je vais aller plus vite que long. Allez, 5 minutes. Donc en réalité, j'espère qu'au Congo, ils vont être beaucoup plus empathiques que ça, parce que c'est pas évident de parler alors que c'est de l'information quand même qui permet à des gens d'être sauvés. Bon, soit. Donc voilà. Donc ça veut dire que cette mission, ben, nous avons 20 000 patients, 10 000 prises de sang. D'ailleurs, à la ferme de ce matin, ben, nous avons fait une prise de sang à des gens d'Orléans. Voilà, la prise de sang va être apportée au laboratoire demain. Alors cette prise de sang, elle est importante. Parce qu'elle peut mesurer la vitamine D, le zinc, des éléments importants qui vont vous fortifier contre une infection.
On peut doser les dédimères, on peut doser les CRP, donc on peut doser tout un ensemble de choses qui vont vous protéger, vous défendre et surtout donner un diagnostic par rapport aux médecins sur les infections, sur les risques de thrombose. Alors évidemment, il nous reste 2 minutes et demie, donc je vais vous dire aussi que maintenant nous sommes dans la prise en charge des personnes qui sont avec des effets indésirables liés à cette injection expérimentale. Donc il y a une formation maintenant qui est en cours, on peut faire, donc en France c'est interdit, mais en Belgique non, on peut faire de l'ozonothérapie, on peut faire donc des traitements à base de dioxyde de chlore, on peut faire des perfusions intraveineuses de vitamine C, de glutathion et d'autres éléments, on peut adresser les personnes à des naturopathes, mais évidemment le combat c'est d'empêcher justement de se faire injecter. C'est pour ça que l'information, elle est extrêmement importante et de diffuser les effets indésirables qui sont sur le site de la pharmacovigilance. Mais bon, soit, il nous reste 1 minute, c'est simplement pour dire que Lagardère est accessible de toute façon par les réseaux, par le numéro de portable, et que celui qui voudrait poser des questions en dehors d'aujourd'hui, il est le bienvenu pour envoyer des mails, on répondra, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, je ne peux pas aller plus loin. Merci.